toi pour parler de la rénovation de la Pygmée. Donc, Greg, la télé t'a donné un but, une deadline. Donc là, tu t'attaques au projet, tu te dis, bon allez, j'y vais quoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais en premier? Alors, déjà, la voiture était à Paris, puisqu'il y avait eu le tournage du conteneur. Donc, la Ok. voiture, je l'ai laissée là-bas. Et d'ailleurs, on n'a pas dit, c'était quoi? C'était laquelle émission qui t'avait C'est contacté? Vintage Mécanique. Ok. Vintage Mécanique avec François Alain. Ok. Donc, ouais, quand je vous parlais du mécano de chez Peanuts Butter, c'est Alex qui est un grand pote à moi. Et c'est lui qui m'a lancé sur le truc. Donc la voiture elle est là-bas, il y a tournage du conteneur, donc déjà ça met un petit peu des étincelles dans les yeux, on se dit bon bah ça y est quoi, c'est parti, l'aventure là faut pas se louper. Ouais, c'est clair, c'est pas long. La télé attend après moi, donc faut pas se louper d'un point de vue financier et puis niveau temps. Ouais. Niveau temps, parce qu'à la base la télé c'est pas plus d'un an un tournage, c'est chaque saison en fait. Les voitures, elles sont commencées au début de la saison et elles sont finies pour le passage télé. Donc. Et tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, la télé, ça va m'aider? Ah, moi, je me suis dit, c'est impossible de le faire en un an. Ok. C'est des doux rêveurs. Ok. Ok. Et ouais, c'est des rêveurs. Après, voilà, ils ont une grosse équipe. Après, là, c'est trop particulier pour eux. C'est trop particulier. Alors après... sans dénigrer Nico, qui est devenu, enfin qui est un super pote, mais c'est un boulot de titan et clairement d'un point de vue financier, s'ils avaient réalisé entièrement la restauration, ça aurait été un coût financier mais colossal au niveau du nombre d'heures de main d'œuvre. Donc voilà, elle est au conteneur la voiture. Ok. Il la ramène à l'atelier, donc chez Peanuts Butter. On est en plein hiver, dans la grange chez Peanuts Butter, et donc ils vont effectuer le démontage de la voiture. Et notamment, ils rencontrent pas mal de difficultés. Les cardans, ils ont été soudés. Il y a eu plein de modifs pas du tout bonnes, de bricolage de bord de circuit. Donc là, pour l'instant, toi, tu touches pas du tout, quoi. Donc moi, j'y touche pas. Et à la base, je devais pas. On s'était mis d'accord que tout ce qui était la voiture et train roulant, j'y touchais pas, quoi. Ok. Donc d'accord. Donc elle est là-bas, il la démonte. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils font le tournage, il n'y a pas trop de nouvelles pendant 15 jours, 3 semaines. Ok. Parce qu'ils ont d'autres chantiers, ils ont d'autres tournages en cours. Et donc la voiture est transférée chez Hervé qui attend la voiture. Donc Hervé, c'est la personne qui refait le fuselage. Ok. Donc elle est transférée par transporteur en Normandie. Et là Hervé il se lance. Ok. Donc là il a ce qu'il lui faut pour faire le fuselage. Bah il a ce qu'il faut. Au final, lui il avait vu la voiture presque 10 ans avant. Donc elle était déjà elle était en semi-épave. Ouais. Et là, il reçoit y a plus rien dessus, quoi. une épave qui est prête à se casser en deux, qui est complètement morte, où on n'a pas de plan, on n'a rien du tout, et donc il commence à dérifter, mais tranquillement. Donc déjà, fabriquer un marbre pour brider la voiture, pour pas donc la mesurer, voir, parce que c'est quand même une voiture qui a été accidentée, qui a eu une longue vie, puisqu'elle a couru jusqu'en 1986, cette voiture. Ok. Aussi bizarrement que ça puisse paraître, jusqu'en 1986, elle a couru cette voiture. Donc ça veut dire en fait que cette voiture, là je fais un aparté, mais cette voiture, elle a survécu en fait à son écurie. Ouais, alors en fait, les voitures de course, ça se passe comme ça. En général, elles sont construites, les voitures usines, elles sont construites, elles courent dans l'écurie, mais en général, ça dure 1 an. Ça dure 1 an, après les châssis sont trop abîmés, et donc elles sont revendues les voitures, parce que c'est un coût la fabrication, donc elles sont revendues. La plupart du temps sans moteur ou avec moteur, et en fait elles sont revendues pour passer de circuit. Elles partent en course de côte. C'est beaucoup moins prestigieux, beaucoup moins coûteux, et elles vont aller en course de côte. Alors en course de côte, la Pygmée, elle a un super palmarès. Et après, une fois que tu es dans ce milieu amateur, mais haut niveau, avec une voiture qui a quand même qu'1 an dans les pattes, qui est quasiment neuve,
bah ça va se dégrader, et puis dans les années 70, ça vaut rien du tout, ça vaut plus un copec. La voiture a déjà 6 saisons dans les pattes, et donc elle va passer de main en main, et les gars vont aller rouler, et puis bah, au fur et à mesure, elles vont se désagréger, et puis ça va tomber dans l'amateur, mais plus ça va descendre, moins l'amateur va être techniquement, enfin, va mettre voilà, et puis va surtout mettre de l'argent dedans. Ouais. Alors tu vois, elle était motorisée d'un Cosworth, bah moi quand je l'ai retrouvé, c'était un Gordini. Faire rouler un Ford Cosworth ou faire tourner un Gordini, c'est pas du tout le même coût, c'est pas du tout les mêmes budgets. Comme de monter un BMW M10, bon là t'es dans un gros budget à l'achat, mais c'est hyper costaud. Donc la voiture, elle a couru très très tard en voilà. Fait. Et voilà. De course de côte, elle a dérivé en slalom, hein, donc la série la moins coûteuse. Mais ça explique aussi l'état dans lequel tu l'as retrouvé en fait. Ouais, alors c'est pour ça que mon arceau avait été modifié, parce qu'après tu as des changements de réglementation. Au début les arceaux étaient, moi l'arceau, hein, quand on regarde les photos d'époque, il était quasiment sous le casque. Bon bah après il a fallu rehausser de 30, il y a eu des tubes qui ont été rajoutés, ils ont tronçonné les réservoirs étaient plus utilisables, ils devaient pas être étanches, ou même fallait mettre des réservoirs étanches. Ils ont mis le réservoir derrière, enfin... ils ont tout modifié au fur et à mesure pour la faire tourner. Et c'est peut-être grâce à ça qu'elle est au final encore vivante. Parce que si elle n'avait pas couru jusqu'en 1986, elle aurait peut-être été cannibalisée pour récupérer des pièces. Pour refabriquer une autre voiture. Ou mis à la casse ou un truc comme ça, c'est possible ça ? La casse sur ce genre de voiture, oui, quand il y a des accidents. Mais tu sais, les trains roulants, les jantes, le moteur, tu récupères toujours des bouts pour rééquiper ou pour fabriquer une autre voiture. Ok. Donc alors, on revient à Hervé. Ouais. Donc là, elle est chez Hervé. Voilà, elle est chez Hervé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, donc, Hervé, il dérifte tout, il enlève toutes les tôles, il essaye de remettre la voiture à nu. Donc à nu, hein, c'est le treillis avant, le treillis arrière et le caisson central. Il essaye de séparer les parties. Derrière, il y a sablage. Et puis après, faut essayer de remettre tous les bouts, et il faut essayer de comprendre comment elle a été construite, la voiture. Donc ça, à la limite, en soi, Hervé, il est hyper technique, il a déjà fait pas mal de Martini, il a fait beaucoup de monoplace. Donc là, ça va. Démontage de la voiture, c'était compliqué, il y a des tôles qui revenaient sur d'autres, il a été obligé de tronçonner, à un moment, il n'arrivait même pas à l'ouvrir, parce qu'il y avait des renforts. Donc ça allait. Après, le problème, c'est qu'il n'y avait pas du tout la partie, ça je te montrerai tout à l'heure, on fera peut-être un plan, toute la partie du haut de la voiture, ça qui n'existait plus, le tableau de bord, et ça c'est à partir de photos, et ça c'est hyper compliqué, parce qu'il faut trouver le bon angle, il faut trouver le bon ajustement, voilà, c'est pas simple. Donc pendant qu'Hervé était sur le treillis avant-arrière, et puis sur la partie centrale, il y a un collectionneur de pygmées qui m'a prêté des carénages. Alors c'est pas les carénages de ma voiture, mais c'est des carénages de NDB 15 qui ressemblent, non c'est pas des 15, enfin qui ressemblent beaucoup à ma voiture, qui ont le même design. Après fallait les recouper. Donc j'ai fait faire les moules, j'ai fait faire la carrosserie, comme ça j'ai pu la transférer à Hervé, et déjà d'avoir l'avant et toute la partie, tout le carénage central, si tu veux, en visuel, ça permet de plus se projeter, ça lui a permis de recouper le carénage, et donc il a tout fait comme ça, de visu, à l'œil, hein. Il m'envoyait des photos, et puis lui, il disait bien, il passait des après-midi à tourner autour de la voiture pour... faut pas aller vite dans ce genre de truc, faut beaucoup réfléchir, faut bien se poser. Il m'avait dit, Hervé, il avait raison, quand j'ai récupéré la voiture, une modification en entraîne une autre. C'est-à-dire que tu vas monter une pièce, tu vas être tout content, le lendemain tu vas monter une pièce à côté, et en fait tu vas te retrouver en collision, ça va pas... C'est t'adapter, faire une adaptation, quoi. Ok, donc là tu fais ça, donc ça veut dire ton carénage a bien avancé déjà. Ça veut dire la voiture en elle-même, elle a bien avancé, le carénage il est fait, il est rendu chez Hervé est en train de tout couper, en train de tout ajuster, et là Hervé me dit t'en es où, parce que il va falloir qu'on implante le moteur. Il va falloir implanter le moteur, et en parallèle j'avais acheté un moteur boîte, donc mort, pièce morte, donc en gros 8 mois, parce que j'avais pas les contacts, parce qu'il a fallu faire fabriquer des chemises sur mesure, des pistons sur mesure,
Il a fallu se renseigner comment monter un moteur Cosworth 1000 de course. Alors bon, c'est très semblable à l'Austin Mini, comme je viens de l'Austin Mini. Ouais, et puis il faut quand même souligner que toi, ta spécialité, c'est les moteurs. Voilà, oui, à la base, c'est un petit peu mon truc, mais tu sais, entre savoir refaire des moteurs et savoir refaire un moteur Cosworth, tous les moteurs, ils sont différents. Et puis là, t'as pas de revue technique. T'as pas de. Voilà, là, compliqué, quoi. Là, tu mesures l'étirement des vis et tout. Alors bon, les fournisseurs de vis, c'est bien fait. Ils te donnent la cote une fois que t'as serré tes bielles. Mais voilà, fallait tailler une ligne d'arbre. Alors c'est là que, merci d'avoir des copains, un copain usineur, un copain soudeur. Et puis du coup. C'est là que t'as fait parler ton réseau, quoi, en fait. Pour toute la voiture. Pour toute ta voiture. Toute la voiture. Mais on va en parler, justement. Donc, là, t'es sur le moteur, en fait. Donc, là, il te faut le moteur. Hervé est sur la carlingue. Moi, je suis sur le moteur. Moteur boîte finie. Je pars en Normandie avec mon moteur boîte dans le camion. On vient poser le moteur boîte. Et là, c'est pas si simple que je pensais. Moi, je pensais qu'on prenait le moteur et on le posait dedans. Et en fait, quand on a posé le moteur, il était beaucoup trop haut. On était beaucoup trop haut parce que sinon il fallait avancer trop le moteur, et si on avançait trop le moteur, j'avais plus de place pour m'asseoir. Donc voilà, ça a été une bonne journée à la biquette à orienter le moteur et réussir à bien le caler avec le fils d'Hervé. Et une fois qu'on a trouvé à peu près, c'est vraiment pas optimum, hein. Franchement, c'est pas top. La boîte de vitesse est posée sur la traverse, c'est un tout petit peu trop. Techniquement, c'est pas génial. Mais bon, je pense qu'à l'époque, ça tournait comme ça. De toute façon, je vois pas comment ils auraient pu faire autrement. Le treillis arrière, on l'a pas modifié. Après, bon, il a été coupé, rallongé, puis raccourci. Mais normalement, on est à la cote qu'elle avait à l'époque. Donc c'est pas optimum. Donc voilà, moteur en place. Donc derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il ajuste, en fait? Derrière, pour m'amuser, puis parce que je voulais quand même comprendre comment on refaisait une monoplace, et je voulais participer au truc. J'avais fait mon moteur boîte, mais je voulais pas m'arrêter là. Donc Hervé, j'ai bricolé dans son atelier, je l'ai aidé à faire les supports, comme ça me montrait un petit peu comment il brasait. J'ai fait un peu d'espionnage. Je me suis dit, comme ça, quand tu reviendras dans l'atelier, tu seras un peu moins bête. Donc voilà, puis après je lui ai laissé la mât. J'ai dû retourner 2-3 fois, tu vois, pour bien suivre le chantier. Et puis à chaque fois, je restais 2 jours là-bas pour vraiment profiter à fond et puis faire la petite main, en fait. Hein. Clairement, moi, je connaissais rien à ce boui-boui. Et donc, Hervé a quasiment passé 1 an et demi, et il a fabriqué des marbres pour refaire les basculeurs. Pour refaire les tirants, enfin, lui il a fait un boulot de malade. Et son fils a fait toutes les peintures, donc peinture du tubulaire, peinture des carénages, peinture extérieure, intérieure. Et puis Hervé s'est occupé du chromage, et j'ai récupéré une voiture sur ses roues. Voilà. Donc en attendant, je suis pas resté à rien faire. Donc la voiture quand même a été transférée à Paris parce qu'ils devaient prendre le relais. Bon, au final il s'est avéré ils avaient un peu trop de boulot, et puis c'était le temps qu'il fallait pour faire cette voiture là, et moi je voulais une voiture au top du top. Enfin, je voulais vraiment une jolie voiture. Je voulais pas de l'à peu près, et je pense que faut que ce soit le propriétaire pour faire une belle voiture. Soit on a énormément d'argent et on passe par un garage ultra spécialisé, ce qui fait que ça va coûter 3 fois le prix de la voiture. Soit c'est le propriétaire qui fait tout ce qui reste à faire. Et donc, là, voilà, c'est avec un de nos collègues de boulot qu'on a dessiné le radiateur d'eau pour pouvoir l'emmancher dans le carénage. Derrière, j'ai fait tous mes supports du radiateur. Donc là, tu disais, elle avait les roues. Elle était sur roue. Sur roue. Mais les roues, elles viennent d'où? C'est des roues magnésium. C'est des roues d'époque. Donc ça, tu les as récupérées où? Elles étaient avec la voiture. Quand j'ai acheté la voiture, les roues arrière étaient des roues de pygmée. Ah oui, t'avais les roues avec? J'avais 2 roues. J'avais 2 roues. Donc là, c'était des roues en magnésium, c'est ça que tu dis? Voilà, les roues d'époque en magnésium. Et le problème du magnésium, c'est que ça vieillit très mal et ça corrode de l'intérieur. Donc l'extérieur, tu te rends pas compte, et en fait à l'intérieur, c'est plein... c'est tout pourri.
Et puis il y a des gens qui ont eu des accidents en monoplace historique, freinage, et puis la Parce roue. qu'il y avait des vieilles roues sur le. La plupart des gens ils roulent avec leurs roues d'époque, quoi. Ouais. Et donc d'accord. Donc là, t'as les roues, tu récupères ta monoplace. Donc tu fais plein Je de. la récupère, ouais. Tu fais plein de. Les Parisiens la récupèrent et après je vais la récupérer chez les Parisiens pour la finir. Donc là, tu refais plein de choses encore. Tu parlais du radiateur. Là c'est 4 mois. Là, on est à combien avant la deadline, là, par exemple? Eh ben, quand je la récupère, il reste notamment, enfin, il reste plus de temps, sauf que de toute façon la voiture elle est pas faite. Donc là, la télé n'a pas le choix, elle est obligée d'attendre qu'elle soit finie. La voiture, il y a eu trop de tournages de fait. Il y a eu le conteneur, il y a eu chez Nico le démontage, il y a 2 tournages chez Hervé. Donc la télé me dit on va venir chez toi filmer, sauf que moi je bossais la nuit, donc puis je suis trop loin de Paris, ça matche pas. Oui, t'avais pas envie. Donc je me suis mis en off, j'avais envie d'être concentré, et puis c'est en gros c'est 4 mois intensifs. 4 mois intensifs où là, donc carénage c'est un pote, moteur c'était un pote, et là je fais intervenir d'autres copains, et donc notamment un copain pour me scanner les jantes. Pour pouvoir refabriquer des jantes, 4 jantes, même design mais avec une technologie différente, puisque maintenant elle se démonte. Parce que je gardais quand même à l'esprit que la voiture fallait qu'elle roule, hein. J'ai pas fait une maquette, ça c'est important. Alors c'est une restauration, mais c'est pas une maquette, hein. Donc c'est pas une refabrication, même si on est border. Voulu qu'elle fonctionne. Et je voulais que la voiture puisse fonctionner, donc faut faire ça bien. Donc voilà, les jantes, après il a fallu faire bâche à huile, réservoir et cardan. Donc ça c'est un pote usineur et surtout soudeur qui m'a fait ça. Et puis après le radiateur, c'est une petite entreprise du coin, c'est le patron qui a repris ses outils, parce que les radiateurs maintenant ils sont tous en alu, les sur mesure, et moi je voulais caler un petit peu, parce que je voulais rouler avec la voiture, mais je voulais pas faire de course avec. Donc je voulais garder ce côté historique, pas la dénaturer. Donc je voulais pas un radiateur en alu, je voulais un radiateur en cuivre comme à l'époque. Et donc voilà, il y a une entreprise spécialisée en radiateur, c'est le patron qui a repris ses outils de quand il était apprenti, et il a bien voulu me refaire le radiateur. Donc ça veut dire, mais t'avais pas de plan alors? Comment t'as fait non, mais en fait c'est beaucoup de temps, on va dire. Une tâche. Parce que je les ai vues les photos, je montrerai. Je les ai vues les photos sur lesquelles tu bossais, on voyait rien dessus en fait. Puis en fait maintenant qu'elle est montée, on peut pas se rendre compte. Mais par exemple le radiateur, c'est tout con, mais tu montes le carénage, et puis après t'es avec ta petite main en train d'essayer de faire des repères au blanco dans ton carénage pour voir à peu près, il faudrait que tu mettes ton radiateur. Ça, faut que ça rentre ensuite, dedans. Ensuite t'enlèves le carénage, tu prends ta photo d'époque, tu regardes comment il était fait le radiateur, tu fais ta règle de 3 pour voir les codes du radiateur, la longueur qu'ils avaient mis. Et là, tu vois si t'es à peu près bien. Tu remontes ton carénage, tu vois si c'est techniquement possible par rapport au code à peu près de l'époque. Et puis voilà, et puis après, donc tu dessines sur Katia ton radiateur, tu l'envoies à la fabrique pour qu'ils te le fabriquent, sauf que forcément, ils n'ont pas vu un détail qui t'avait bien entouré, donc ça va pas ce qu'ils t'ont fait, donc tu es obligé de légèrement modifier ton truc. Tu cales, tu te souviens, je pense que c'était passé, hein, il y avait les cales de bois, ça fait très bricolage, tu poses ton radiateur, tu commences à faire ton support, tu viens réessayer. Et ça veut dire que t'as tâtonné comme ça avec tout? Tout. Tout, et puis en fait, c'est des trucs tout bêtes. Le collecteur d'échappement, c'est pas le collecteur d'origine, hein, parce que ça, voilà. Il a le bon galbe, il passe à 1 cm près d'où il passait à l'époque, sauf qu'en fait ce centimètre près fait que la barre stab passait plus, donc faut refaire des supports pour la barre stab. Mais comme j'avais refait mes supports pour la barre stab, derrière mes autres supports qui venaient se reprendre à cet endroit là, ils vont plus, et après ma bâche à huile c'est ce que disait ton pote Hervé en fait. Voilà, c'est ça, une modif en amène une autre, et bon, alors après les points galères. Donc t'as la construction en elle-même, mais t'as beaucoup de tourner autour de la voiture, regarder, prendre des codes, bien cogiter comment tu vas faire, parce que mettre en place un radiateur c'est bien beau, mais derrière faut bien qu'il soit relié au moteur. Donc faut pas que t'aies durite, les durites, hein, t'as de la durite à 90 degrés, de la durite à 45, et puis de la durite droite, il n'y a pas 40 000 durites. Donc voilà, faut bien regarder qu'une durite 90 elle irait, et que tu pourras en reprendre une autre pour partir dans l'autre sens.
C'est plein de petits trucs. C'est des trucs auxquels il faut que tu penses. Ouais. Et où j'ai bien galéré, bizarrement, c'est le circuit d'huile. Le circuit d'huile des Carter Sec, je connais ça hein, par les gros Cosworth V8, mais si tu veux, ça c'était déjà monté quand je faisais ça. Il n'y avait pas. Et je me souvenais plus les Dash 8, les Dash 10. T'as 40 000 pas, t'as 40 000 diamètres. Et voilà, il fallait le faire une fois. Là, tu vois, je suis en train de le refaire. Là, ça va tout seul. Oui. Mais ça, c'était un point qui me faisait peur. C'était pas si simple que ça. Et puis, c'est des trucs tout cons. La plupart des monoplaces, elles sont montées avec des durites bleues. Et je trouve ça affreux, la durite bleue. Alors, c'est joli, hein, bleu et rouge, c'est joli, ça fait course. Ouais. Mais là, la voiture, elle est de 68. Donc, du coup, il fallait trouver des embouts noirs et de la durite noire. Et en France, on a Goodrich. Et Goodrich, tiens, on fait un placement produit. C'est rouge et bleu. Et en Angleterre, j'ai trouvé l'équivalent. Les Anglais, ils fabriquent, mais en noir. Ils devaient être un peu plus discrets que les Français. Et donc, c'est ça qui est ennuyant, c'est trouver la bonne pièce, le bon truc. Ouais, donc ça t'a pris aussi les heures internet, les heures internet, les heures de recherche, tout ça. Notamment je suis parti en famille en vacances et j'ai passé mes 15 jours au bord de la piscine, pas à me baigner avec mes enfants, mais sur internet à chercher une entreprise pour me fabriquer les chemises pour mon moteur. Parce que moi, il y avait un gros point aussi, c'est le coût financier, c'est que je pouvais pas, et c'est pour ça que la voiture elle a été faite avec moi et des potes. Parce qu'il fallait réduire le coût au minimum pour pouvoir investir dans des belles pièces. Ouais. Et puis voilà, tu montes. Et puis il me manquait toujours ce cache-culbuteur parce que j'avais acheté un ensemble où il y avait le cache-culbuteur et au final le vendeur était pas très honnête et m'a pas donné le cache-culbuteur dans l'achat. Et en fait, j'en ai trouvé un à Paris qui était accroché depuis plus de 40 ans sur un mur chez un ancien pilote et qui a bien voulu me vendre son cache-culbuteur. Et ça, c'est par hasard que tu l'as trouvé ou c'est... Ouais, je pense que la personne a eu vent que la MDB12 était en restauration, qu'il y avait quelqu'un qui cherchait ce cache-culbuteur et du coup il a parce que c'est vrai qu'à force de chercher partout, tu t'es fait un peu connaître. Ouais, alors après, il me manque des pièces d'origine de ma voiture, il me manque notamment une pièce moteur. Et je sais où elle est sur une étagère. Je pense que la personne, c'est bien, elle a ça, et puis elle doit la regarder tous les jours. Quoi, ouais, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est... bon, voilà, elle est sur son étagère. Bon, au moins, elle n'est pas perdue. Je sais où elle est. Et puis au final, vu comment j'ai monté la voiture, maintenant, sa pièce, même s'il serait vendeur, je la rachèterais même pas parce que je peux pas la monter. J'ai trop avancé mon moteur et j'ai plus la place. J'ai plus la place de la monter, cette pièce. Mais Ok. Et donc ça, c'était la dernière pièce qui te manquait pour finaliser ta voiture ? À l'à peu près, ouais. À l'à peu près. Donc après, là, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas. Le culbuteur dont tu parles là, ok. Donc t'es à combien ? T'es à 95% de finir la voiture ? T'es à 99% ? Là, moi, dans ma tête, je suis à 100%, quoi. Ça y est, le jour où j'ai posé le cache-culbuteur, c'est le jour où on a mis en route le moteur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode très bientôt.